Nous avons la joie, l'honneur et puis le plaisir aussi d'accueillir parmi nous Edoui Plenel. Edoui Plenel, vous le savez, est journaliste, président de Mediapart. Et l'ensemble de la séance d'ouverture, d'ailleurs, est retransmise en direct sur le blog de Mediapart, d'Edoui Plenel. C'est un partenariat de plus dans des logiques qui déjà nous associent ensemble, notamment sur l'université populaire de l'information citoyenne. Et puis, comme nous le partagions avec Edoui en mangeant à midi, c'est sans doute que le début d'une nouvelle aventure entre Mediapart et les CMA. Vous l'aurez compris, nous avons... Vous l'avez compris, nous avons souhaité et nous avons engagé un congrès différent, mais surtout un congrès que nous avons souhaité politique et engagé. Nous l'avons d'ailleurs écrit comme tel dans plusieurs publications dont vous avez été les unes et les uns destinataires depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons souhaité un congrès du bouillonnement, un congrès de l'effervescence, et pour nous entraîner à ce bouillonnement, pour commencer à nous mettre en effervescence, il fallait qu'on puisse avoir une intervention, des apports et des réflexions portés par une personne, une personnalité capable de pouvoir nous poser des enjeux de façon importante. Nous avons souhaité ce congrès à la fois l'inscrire dans le réel d'aujourd'hui, dans la complexité du monde d'aujourd'hui, mais également en essayant de faire en sorte que les différents apports, les réflexions, bien sûr en premier lieu celui d'Edoui Plenel aujourd'hui, mais plus largement l'ensemble de celles et ceux qui vont nous apporter leurs compétences et leurs réflexions durant la semaine, je pense là aux tables rondes et aux conférences, nous leur avons demandé aussi de faire en sorte qu'ils nous disent, de leur point de vue, quels sont les grands enjeux dans ce monde qui bouge, quels sont les grands enjeux pour demain. C'est l'intention de cette première intervention, Edoui Plenel, que de poser quelques éléments. Vous avez eu la gentillesse de mettre sur votre blog un article, et qui reprend bien sûr les éléments que je présente ici. Et puis dans les premiers commentaires que j'ai pu lire hier soir, tardivement, il y en a un qui disait « Ah, les CMA, ils existent encore !» Eh bien oui, nous existons encore. Nous sommes là, aujourd'hui, et nous allons tout faire ensemble pour être là demain et mieux là demain. Alors, vous nous invitez, Edoui, à nous frayer un chemin d'espérance face aux peurs qui rôdent et aux haines qui menacent. Vous nous invitez aussi à faire face aux tentations de la résignation et de la fatalité. Nous ne sommes pas résignés, nous ne sommes pas fatalistes. Le slogan du congrès d'Aix-en-Provence, c'était mobiliser, résister et construire. À vous de nous inviter maintenant et de nous dire sur quoi nous mobiliser et comment nous construire demain. Un point juste d'ordre. Après l'intervention d'Edoui Plenel, il y aura bien sûr les moyens de pouvoir échanger. Nous sommes très nombreux et donc nous proposerons d'attendre un tout petit peu avant que les premières questions parviennent et de faire ce que les camarades de la culture appellent un bruissement. C'est-à-dire de prendre 3-4 minutes avec ses voisins immédiats pour se dire sur quoi, en quoi les propos tenus par Edoui résonnent, font question. Et ensuite, vous pourrez bien sûr poser des questions. Poser des questions à Edoui Plenel, des questions qui le concernent, sur lesquelles on attend sa réponse, mais aussi des questions qui nous concernent. Et uniquement des questions. On n'a pas les moyens d'engager un débat sur un sujet. Et puis après, en fin de l'intervention, on fera quelque chose d'autre, mais ça, c'est la surprise après. Je laisse la place à Edoui Plenel. Merci. Bonjour à toutes et tous, chers amis, chers camarades, citoyennes, citoyens. Je suis profondément impressionné par l'honneur que vous faites à travers cette invitation que Jean-Luc, Vincent et toute l'équipe d'organisation de ce congrès nous ont transmise. L'honneur que vous faites à Mediapart, à ce journal indépendant et participatif, et aussi impressionné par le risque que vous prenez d'inviter un facteur de désordre créatif, j'espère. En tout cas, c'est comme cela que je conçois mon métier. Et en même temps, je me sens profondément en pays de connaissances. Et si je ne me le sentais pas assez, l'arrivée mouvementée des crieurs de journaux tout à l'heure
comme un écho à notre logo du crieur du journal de Mediapart, me l'a fait comprendre. Mais mieux encore, quand Vincent, tout à l'heure, a évoqué, et nous lui devons notre logo, la figure de François Maspero, ce grand éducateur à sa façon, écrivain, libraire, éditeur, traducteur. François Maspero, dont, comme vous, en effet, tous ceux qui ont fait le chemin des CMA, j'ai lu les livres parus à son enseigne. J'en ai même amené quelques-uns dans ma besace pour les lire dans le train avant de vous parler. Évoquer François Maspero, auquel, pour ceux qui pourront s'y rendre, je vous le dis, sera rendu un hommage public le lundi 19 octobre au théâtre de l'Odéon à Paris. Évoquer François Maspero, c'est en effet convoquer le présent d'un passé. Ne pas être dans le passéisme, la nostalgie d'un monde perdu. Au contraire, actualiser une tradition. Se dire qu'au contraire, ce que nous combattons, ce à quoi nous résistons, est justement un monde qui meurt. Et que le monde vivant que nous devons mobiliser, rassembler, actualiser, c'est un monde qui prend racine dans cette tradition. Alors cette tradition m'amène au fond devant vous à honorer une dette. Je l'ai dit dans le billet de blog sur Mediapart. Je viens ici, devant vous, militantes, militants, au fond, honorer une dette qui m'a fait aussi le journaliste que je suis et donc le citoyen engagé que je suis. Il y a 40 ans, jeune journaliste sur les questions d'éducation, j'ai croisé l'éducation populaire, l'éducation nouvelle, les CMA, l'ISEM, la pédagogie Freinet. J'ai appris à cette occasion-là cette idée, et en effet, la pédagogie n'est pas entre quatre murs, elle n'est pas dans des institutions qui ne seraient limitées qu'à un âge de la vie. Nous, journalistes aussi, sommes requis d'être des pédagogues, des passeurs, rendre intelligible le présent, faire des liens, des relations. J'ai appris au contact de vos mouvements, au contact de votre histoire. Au fond, ce qui nous requiert tous aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que nous sommes des individus libres et que pour faire du commun, pour faire du nous, nous sommes comptables de notre liberté. Les pédagogies actives, c'est ce qu'elles disent en prenant l'enfant tel qu'il est et en le mettant au centre. Elles ne sont pas punitives, verticales, elles n'essayent pas de fabriquer autre chose. Elles apprennent d'abord cette arme essentielle qui permettra aux jeunes, puis à l'adulte, de résister, de lutter, de faire chemin, c'est d'être responsable de sa liberté. La liberté pas comme un laisser-faire, mais comme une responsabilité, et qui n'est pas à faire porter sur d'autres, mais à prendre soi-même. Je relisais dans le train, et je ne vais pas vous infliger les citations, des textes de Célestin Freinet des années 30 et des années 40, d'une actualité formidable, y compris sur ce qui était dit tout à l'heure, sur ce monde qui ne voudrait voir que de la compétition, que de la concurrence, que de la rentabilité, que du court terme, et qui du coup voudrait formater, façonner la jeunesse, qui au fond, en effet, n'a qu'un modèle qui est celui de la marchandise, n'a qu'un modèle qui est celui de cet abrasif universel qu'est l'échangeur universel, qu'est l'argent, qu'est la monnaie, et qui au fond ruine ce qui est la vitalité d'une humanité commune, c'est-à-dire cette invention par l'expérience concrète, pratique, par celle qui fait que l'on partage et que l'on échange. Anecdotiquement, Mediapart étant un journal participatif, interactif, comme les pédagogies que vous défendez, dans le train, je reçois un texto d'un abonné de Mediapart qui a passé les 90 ans, qui fut, certains des plus anciens s'en souviennent peut-être, une figure du syndicalisme enseignant, Louis Astre. Et Louis Astre me dit, je lis Mediapart et j'apprends que tu es au congrès des CMA. Eh bien, tu sais, me dit-il, parce que je l'ai appelé, juste après la guerre, à Toulouse, la ville qui venait
d'être porté par des résistants et non des moindres. Je pense à Jean-Pierre Vernant, celui qui disait qu'il faut être toujours un grain de sable qui enraye ces grosses machines qui voudraient nous uniformiser. Eh bien, à Toulouse, j'étais jeune, étudiant, et donc pion pour gagner ma vie. Et il y a eu la création, dans la foulée du plan Langevin-Wallon, avec le soutien de Monod, et surtout du premier maire de Toulouse à la Libération, Raymond Badiou, maire socialiste, il y a eu la création de lycées expérimentaux, dont le lycée Bellevue, qui était fait pour les pédagogies actives. Et pour montrer l'exemple, le maire y a mis dans cet internat son propre jeune fils qui rentrait en 6e. C'est un philosophe que vous connaissez, il a fait son chemin depuis, il s'appelle Alain Badiou. C'est aussi le chemin, au fond, d'apprendre à dire non. Tous les pédagogues le savent, quand l'enfant commence à dire non, il construit son propre univers. Il se construit par rapport aux autres. Il prend son autonomie, son indépendance. Mais nous, adultes citoyens, nous savons combien nous sommes aussi requis par la nécessité de savoir dire non. Dire non, non pas un non négatif de piétinement, de ressassement, d'amertume, mais un non qui fait chemin. Non à l'injustice, non à l'impensable, non à l'inadmissible, non à l'intolérable. Ce non par lequel on invente des oui. Et pour continuer cette anecdote de Toulouse, rappelée par Louis Astre, je pense à ce maire, justement, le père du philosophe Alain Badiou, qui était un socialiste, un homme de gauche à principe. Il a démissionné de son parti. Il a démissionné de la mairie quand il y a eu la perdition des guerres coloniales, de la torture en Algérie. Et il a été de ceux qui ont essayé de construire une alternative avec, à l'époque, le PSA, Parti socialiste autonome, Parti socialiste unifié. Convoquer cette histoire du passé, c'est au fond introduire ce que je veux essayer de vous dire. Penser, agir le futur, c'est au fond essayer de discuter de quel chemin on invente en marchant. Caminante, no hay camino, le poème d'Antonio Machado. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. C'est en cheminant, en marchant ensemble, que l'on inventera le chemin. Je suis convaincu que cet imaginaire du poète, et c'était un poète républicain espagnol, mort à la frontière française, à Collioure, après la Retirada, qu'en convoquant cet imaginaire du poète, je parle de ce qui nous requiert politiquement, au-delà de toutes nos sensibilités aujourd'hui. Le fait qu'il n'y a pas de kit tout près, de sauveur suprême, de boîte à outils qu'il suffirait d'ouvrir pour trouver les réponses aux immenses défis qui sont devant nous, de crise démocratique, sociale, écologique. Qu'en revanche, nous n'avons qu'une seule arme, à partir de notre expérience concrète, c'est ce chemin, dans le partage de ces expériences, de ces résistances, de ces non qui feront des oui. Et c'est donc de cela dont je voudrais vous parler. Et je voudrais vous en parler en ayant comme arrière-pensée que, et c'est évidemment une idée essentielle ici même, devant les militants de l'éducation populaire que vous êtes, que c'est ce qui nous requiert pour notre jeunesse. Nous n'y arriverons pas si nous ne sommes pas capables de proposer à notre jeunesse des idéaux, non pas des mots creux, non pas des mots vides, non pas des mots verticaux, non pas des mots punition, non pas des mots qui les mettent au coin, comme s'ils avaient des bonnets d'âne, mais des mots qui, justement, eux aussi, dans leur diversité culturelle, sociale, d'origine, d'apparence, les mettent en mouvement. C'est un enjeu décisif pour nos classes populaires, pour la vitalité de nos classes populaires, pour la jeunesse profonde de ce pays. Et donc c'est de cela que je voudrais vous parler, de cet idéal à inventer ensemble en abordant 3 sujets, 3 mots au fond. La politique, le monde, la France. La politique, je le rappelais dans le billet de Mediapart hier, c'est cette formule de
Michelet, Jules Michelet, l'historien républicain, dans Le Peuple, ouvrage de 1846, 2 ans avant la Deuxième République, la première tentative d'achever la fondation républicaine. Or, nous savons que ce ne sera que la troisième, la bonne, avec les débuts de la Troisième République. Et Michelet dit dans Le Peuple, quelle est la première partie de la politique? L'éducation. La seconde, l'éducation. La troisième, l'éducation. Ce qu'il voulait dire, c'est combien, dans cette idée où le mot éducation, c'est l'idée de la transmission, du partage, de la liberté, de la discussion, de l'échange de savoir, de connaissances, c'est de dire au fond que la République, en tant qu'historien républicain qu'il défendait, la République, c'est le mouvement. La République, ce n'est pas l'immobilité, ce n'est pas la fixité. Quand dans nos débats d'aujourd'hui, quels que soient les bords politiques, vous entendez le mot républicain, les républicains, je suis républicain, la République, et que vous entendez ce mot sans adjectif, dressez l'oreille, car on ne parle pas de la République authentique. La République authentique, et c'est justement cette histoire que je convoque en rappelant la Deuxième République, la Révolution de 1848, elle a des adjectifs qui disent le mouvement. Ils étaient sur les premières affiches des républicains les plus exigeants des campagnes électorales de 1848. Ils plaidaient pourquoi? Une république démocratique et sociale. Il faudra un siècle, une catastrophe européenne, la guerre des nations, la guerre des identités, le crime contre l'humanité, des montagnes de cadavres, des génocides, la barbarie au cœur de la modernité et de la prétendue civilisation, pour que ces mots rentrent dans notre Constitution. Car nous devons le rappeler à nos représentants. La République, depuis le préambule de la Constitution de la 4e République, repris dans celle de la 5e, a des adjectifs. Elle est déclarée enfin démocratique et sociale. Cela veut dire quelque chose de très concret. Cela veut dire que la République est un champ de bataille et qu'il nous requiert de la mener, cette bataille. Il y a des républicains conservateurs, il y en a toujours eu. Les femmes le savent, ceux qui ne voulaient pas qu'elles aient le droit de vote. Et je dis souvent, en guise de provocation, pour rappeler que les valeurs universelles n'ont pas de nation propriétaire ou héritière, que les femmes françaises ont eu le droit de vote 25 ans après les femmes turques. Alors certes, les jeunes Turcs ont fait d'autres choses pas forcément sympathiques, nos amis arméniens s'en souviennent, mais tout cela pour dire qu'au cœur de cette République, il y avait des républicains qui disaient que les femmes ne devaient pas voter, que la moitié de l'humanité n'était pas digne de la citoyenneté politique. Et pourquoi? Parce qu'elle était dans les mains du curé, de la religion, de ces âmes faibles prises par l'obscurantisme. De la même manière, il y a eu des républicains conservateurs qui étaient pour la colonisation à outrance. Rappelez-vous l'exceptionnel débat de 1885 entre Clémenceau, qui oubliera par la suite ce qu'il disait, et Jules Ferry, où Clémenceau disait à Jules Ferry, en rentrant dans cette aventure, vous allez créer un engrenage des civilisations supérieures sur d'autres civilisations. Or, nous savons que c'est cette projection de l'Europe sur le monde, par le préjugé colonial, qui va faire retour sur notre continent et le ravager dans la catastrophe européenne des 2 guerres mondiales. Et donc, la République, entendue ainsi, c'est une promesse toujours inachevée, c'est un chantier permanent. Ce ne peut pas être une punition, c'est un mouvement. Et c'est évidemment cela qu'il aurait fallu dire plus fort après les événements de janvier dernier. Faire du commun, marcher ensemble, c'est retrouver cet idéal comme un horizon. Un horizon et des montagnes nous entourent. C'est quelque chose que l'on cherche à atteindre, mais que l'on ne prend jamais dans la main. Mais qui, tous les randonneurs le savent, nous va nous élever, nous donner envie d'aller embrasser le paysage, le regard, faire des efforts, du dénivelé, sortir du marécage. Cet horizon a un ressort.
dans notre histoire, dans la tradition que je veux convoquer. Et c'est ce ressort qu'il nous faut actualiser dans tous les domaines. Nous avons une devise dont on oublie trop souvent que son inventeur s'appelait au départ Robespierre, qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Mais le paradoxe créateur de cette devise, c'est que ces mots sont des mots en contradiction, en conflit, en tension. Ce sont des mots vivants. La liberté, par exemple, c'est la liberté de s'enrichir. Cela peut être la liberté de s'enrichir, et donc de créer des inégalités. La fraternité, cela peut être la tentation de choisir ses frères et d'en exclure d'autres. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a une dynamique créatrice, progressiste, comme le mot a été prononcé tout à l'heure, et comme il est dans vos valeurs fondamentales? C'est qu'il y a un mot pivot, un mot essentiel, qui est le mot clé, comme le cœur, c'est ce mot égalité, qui s'ancre dans la promesse initiale, nous naissons tous libres et égaux en droit. Nous avons le droit d'avoir des droits. Nous avons le droit d'inventer nos possibles. Nous sommes différents, nous sommes divers, mais nous avons cette égalité fondamentale qui est l'accès commun à l'invention politique. Cela veut dire très profondément, et rappeler ça, c'est comprendre combien aujourd'hui la distance se creuse à nouveau, combien la promesse démocratique qui est au cœur du mouvement de la République, cette exigence démocratique et sociale qui lie la question de l'expression politique et la question des droits sociaux, qui lie démocratie et société, c'est cette idée que la République, c'est le régime potentiellement de n'importe qui. Sans privilège de naissance, sans privilège d'origine, sans privilège de fortune, sans privilège de diplôme, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai le droit de voter, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de protester, j'ai le droit de créer, j'ai le droit d'être candidat, j'ai le droit d'être élu, j'ai le droit de gouverner. Vous voyez bien combien il y a dans cet énoncé-là quelque chose qui est toujours aujourd'hui scandaleux et donc créateur. Car il y aura toujours, parfois pavé de bonnes intentions et ou plus souvent profondément alourdi de logique d'intérêt, des oligarchies qui voudront être propriétaires de ce droit commun, qui penseront que parce qu'elles ont la naissance, donc les relations, parce qu'elles ont la fortune, les moyens, parce qu'elles ont les diplômes, le savoir, qu'elles savent mieux que le n'importe qui ce qui est bon pour ce peuple-là. Et qui donc en permanence, sous la forme d'oligarchie de l'avoir et du pouvoir, parfois aussi, et nous l'avons connu dans les désastres du XXe siècle, sous la forme d'avant-garde qui s'impose au peuple et à sa place, pensent qu'elles feront chemin, malgré le peuple, au-dessus du peuple, en le dépossédant de cette dynamique créatrice. Rappeler cela, c'est à la fois rappeler ce qui nous convoque, mais du coup, bien définir ce que nous devons combattre, ce que nous avons en face de nous, et qui n'a pas qu'un visage, qui n'a pas qu'une étiquette partisane. C'est le parti de l'inégalité face à cet idéal de l'égalité. Au fond, il y a toujours potentiellement renaissantes des idéologies qui prennent plus ou moins d'ampleur selon nos crises démocratiques, nos crises sociales, nos crises de l'espérance, des idéologies qui seront toujours là, qui ont même eu des maîtres à penser talentueux, de Joseph de Maistre à Charles Maurras, qui penseront que les inégalités sont naturelles, que nous ne naissons pas libres et égaux en droit, que nous sommes inégaux, que les hommes sont supérieurs aux femmes, que des peuples sont supérieurs à d'autres, que des nations sont supérieures à d'autres, que des civilisations sont supérieures à d'autres, que des croyances, des religions sont supérieures à d'autres. Tel est l'ennemi qui nous est tendu aujourd'hui, comme un piège. Car ce piège, c'est aussi celui
que vont utiliser les oligarques en place dont j'ai parlé tout à l'heure. Car dans ce moment de trouble, dans ce moment d'hésitation, ils sentent bien que leur monde est en crise. Ils sentent bien que c'est un monde peut-être fini, impuissant, maladroit, incapable, sans stratégie, sans vision, qui godille, qui part au plus urgent. Et ils sentent bien qu'il y a une insatisfaction profonde. Alors comment faire pour que cette insatisfaction ne les renverse pas, ne les bouscule pas? Eh bien, il faut que l'inégalité revienne. C'est-à-dire l'inégalité, pas seulement l'inégalité sociale concrète, mais l'inégalité comme idéologie, comme banalité, comme pensée commune, comme évidence. Et c'est pour ça qu'il faut réactiver l'existence de boucs émissaires, comme ce fut le cas évidemment avec l'antisémitisme, comme c'est le cas évidemment dans notre pays, l'antisémitisme n'ayant pas disparu aussi avec nos compatriotes de culture ou de croyances musulmanes. Cette idée qu'au fond, il y a des hiérarchies et qui est en miroir d'autres monstres qui existent ailleurs par rapport à la crise d'autres sociétés. Et donc de nous mettre en guerre les uns et les autres au nom de nos origines, au nom de nos identités. Nous dire que notre problème, c'est le voisin qui n'a pas la même histoire que nous, qui n'a pas la même culture que nous, qui n'a pas la même croyance ou non-croyance que nous. C'est quand je dis banaliser cela, c'est faire comprendre, et en ce sens, il nous faut parfois crier un peu fort pour réveiller nos compatriotes. C'est installer ce que Max Frisch, un homme de théâtre de langue allemande, de Suisse, alémanique, appelait, pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles. Nous installer dans cette indifférence qui fait que les puissants ont une sorte de tranquillité pendant que les dominés, les opprimés, la majorité de ceux qui ont en commun, au fond, que leur force de travail, que leur emploi, que les richesses qu'ils créent par leur travail, soient divisées, soient repliées, n'est plus que comme ressort des logiques identitaires, des logiques de clôture, des logiques de fermeture. Et donc, nous sommes dans un moment où, au fond, avant de nous poser la question de qui aurait le bon programme ou qui serait le bon candidat en politique, nous sommes, comme le disait Stéphane Hessel, d'abord requis nous-mêmes, responsables de notre liberté, et requis par des évidences. Qu'avons-nous compris dans les derniers mois, si nous en doutions déjà? Est-ce que la peur fait du commun? Non, la peur fait l'inverse. La politique de la peur, celle qui est exploitée selon les circonstances depuis pratiquement 2001, depuis le retour d'une sorte de prophétie autoréalisatrice de guerre des mondes, de guerre des civilisations, de guerre des religions. La politique de la peur, c'est celle qui nous dit d'en haut « ayez peur et je m'occupe du reste ». C'est celle qui fait qu'il y a eu ici même en France la tentation de transformer le 11 janvier en un 11 septembre. De se dire que l'urgence n'était pas de faire du commun social, du commun démocratique, du commun délibératif, mais d'abord de se préoccuper de la peur et du coup de porter atteinte, y compris à certaines de nos libertés fondamentales. Quand je dis que la politique de la peur, et nous le savons, ne fait pas du commun, bien sûr que ce n'est pas la seule cause, mais nous savons quand même, nous qui sommes des pédagogues donc chargés d'essayer de rendre intelligible le réel, d'y mettre de la raison, d'où vient la catastrophe de l'État islamique. Nous savons que cette barbarie ne nous est pas étrangère. Nous savons qu'elle vient justement de cette politique de la peur, de cette réponse totalement folle, basée sur un mensonge d'État devenu mensonge médiatique, qui fut l'invasion d'un pays souverain, fût-il une dictature, par une puissance membre du Conseil de sécurité et quelques-uns de ses alliés. La destruction de l'État irakien, la
brutalisation de toute une société qui elle-même avait subi depuis des décennies la brutalisation immense d'une dictature, une des pires du monde arabe. Une université américaine a fait le bilan entre 2003 et 2011, 8 ans, de l'occupation des États-Unis et de leurs alliés de l'Irak. De cette occupation pendant laquelle tout ce qu'il y avait comme élément de l'État irakien a été détruit, renversé, alors même qu'après la chute de l'Allemagne nazie, il a fallu reconstruire, y compris en composant avec des bribes d'État, de fonctionnaires qui étaient là. Non, table rase, tabula rasa, mais surtout combien de morts en 8 ans dans ce pays qui fait 33 millions d'habitants, 500 000 morts, moitié de la coalition américaine, moitié des diverses factions irakiennes, plongées par cette intervention dans une guerre de religion, l'Irak ayant cette particularité d'être le seul pays arabe à majorité chiite et dont le pouvoir de Saddam Hussein reposait sur la minorité sunnite. 500 000 morts, c'est comme si au moment où nous nous parlions, dans ce congrès, nous ici, pays de 65 millions d'habitants, nous parlions avec 1 million de morts derrière nous. Imaginez quelle brutalisation cela signifierait d'un pays. Alors tout cela n'excuse pas les idéologies que cette brutalisation a rencontrées, mais nous permet de comprendre comment la politique de la peur, celle qui part au plus pressé dans une logique étroitement sécuritaire, étroitement interventionniste, étroitement de pensée non politique, de pensée policière ou militaire, sans stratégie politique, combien, loin de nous prémunir des catastrophes, elle en prépare de nouvelles. Mais nous savons aussi, depuis ces derniers mois, que la monnaie, elle non plus, ne fait pas de commun. Que nous a enseigné, quels qu'en soient ces récents épisodes, le sursaut du peuple grec? Qu'est-ce qu'il nous a mis sous les yeux que nous savions, plus ou moins consciemment, selon nos sensibilités, mais que nous avons vu là? Combien là aussi nous avions enfanté d'un monstre, à partir d'un idéal, le mot Europe est derrière moi, qui est de construire, justement, dans la relation entre différentes histoires nationales, un continent de paix, un continent de dialogue, un continent de relations, en mettant cette Europe sur la tête et non pas sur ses pieds, en la mettant au cœur d'une logique purement financière, qui dépossède la politique de sa souveraineté, notamment celle de fabriquer de la monnaie, d'avoir des politiques économiques indépendantes. Combien nous avons produit le monstre le plus anti-européen qui soit en termes de pédagogie auprès des peuples. La meilleure façon, en tant que prophétie autoréalisatrice, à nouveau, de produire de la haine, du ressentiment, de l'humiliation, du nationalisme, du repli de chaque nation sur elle-même. La monnaie ne suffit pas à faire du commun. Cette illusion a volé en éclats. Il faut refaire de la délibération, de la politique, de la discussion. Il faut reconstruire des rapports de force politiques. Quand Yanis Varoufakis, intellectuel, économiste, perdu tout d'un coup dans ce monde, mais assez lucide, dans ces réunions de l'Eurogroupe, où grâce à lui on apprend qu'il n'y a pas de compte-rendu, qu'il n'y a aucune transparence, que tout cela est qu'une question d'oligarchie, justement, qui ne rend compte à personne, dans une sorte d'automatisme des États. Et quand à un moment il dit « mais est-ce qu'on pourrait discuter économie, au sens économie politique ?» Ah non, il y a les traités, on ne discute pas. Et les traités qui évidemment n'ont pas été votés. Et ce moment-là, qui a été exprimé avec une brutalité terrible par ce mot de Christine Lagarde, la présidente du FMI, quand elle dit « est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une discussion entre adultes ?» alors qu'un peuple a voté, alors qu'il exprime une orientation politique et qu'il la met au pot et qu'il veut discuter. Non, un peuple c'est un enfant. Et on en revient à cette idée des sachants, de ceux qui pensent posséder le pouvoir, la capacité, l'avoir à notre place. Et donc, nous avons eu cette démonstration sous nos yeux. Et nous voyons bien les risques que tout cela nous fait courir, entre les menaces, terroristes évidemment, sécuritaires, d'un côté, et de l'autre,
évidemment les menaces sur l'Europe elle-même, sur l'union de ce continent dont n'oublions jamais que c'est lui d'abord qui a apporté le désastre au monde. Il n'y a pas eu de guerre mondiale dans d'autres continents. Il n'y a pas eu de déchaînement à ce point du crime contre l'humanité et de la brutalisation de sociétés, d'idéologies profondément exterminatrices, sinon sur notre propre continent. Et donc nous sommes devant cet enjeu crucial, qui est celui, au fond, de la possibilité, dans le moment d'hésitation dans lequel nous sommes, d'une régression démocratique. Si nous ne sommes pas capables de construire un rapport de force commun, collectif, dans la diversité de nos sensibilités et de nos histoires, qui nous permet de nous réapproprier quoi? Notre seule arme dans un moment comme celui-là, la délibération démocratique, notre liberté, celle du n'importe qui tout à l'heure, l'égalité politique qui nous permettra, par nos expériences concrètes, d'inventer des réponses. C'est un enjeu incertain, l'histoire n'est jamais écrite, elle est toujours pleine de possibles. Et c'est un enjeu qui rencontre ce moment de transition qui est aussi celui, et les historiens qui sont sans doute dans la salle savent évidemment très précisément ce que signifie cette expression, de la révolution industrielle que nous traversons. Il n'y en a pas eu 36, c'est la troisième de notre modernité. La machine à vapeur, l'électricité, le numérique. Et à chaque fois, fin 18e, début 19e, fin 19e, début 20e, fin 20e, début 21e, un moteur technologique, un changement de notre rapport au temps et à l'espace, l'espace se réduit et le temps s'accélère, et en même temps, dans ce moment-là, des potentialités démocratiques totalement nouvelles, et chacune des révolutions industrielles précédentes s'est accompagnée de nouveaux idéaux démocratiques, et en même temps la possibilité de régression, de régrès et pas seulement de progrès, comme le disait le grand géographe libertaire Élisée Reclus. Nous sommes dans ce moment-là, progrès, régrès. C'est nous qui déciderons, selon notre présence, notre action, notre capacité à sortir de nous-mêmes, de nos préjugés, de nos sectarismes, de nos immobilismes, qui détermineront si un autre rapport de force que celui qui a l'air de nous accabler et de nous pousser à la résignation, à la fatalité, ce que disait la maire adjointe de Grenoble tout à l'heure en disant « nous sommes à contre-courant ». Je ne le dirai pas comme cela. Il y a d'immenses potentialités dont vous témoignez et dont, y compris ce que rencontre et révèle un journal participatif comme Mediapart grâce au numérique, Médias sans frontières, témoigne. Mais la question, c'est comment nous allons arriver à faire cristalliser tout cela pour que cela fasse du commun. En clair, la question, c'est comment nous pouvons réinventer une politique du commun. Face au fond au visage, sous différentes couleurs des politiques régressives. Elles sont quoi? Elles sont identitaires. Le piège de l'inégalité, c'est l'identité. C'est de brandir l'identité pour créer des logiques inégalitaires. Il y a des identités supérieures à d'autres, des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres. Et du coup, elles sont autoritaires puisque, étant identitaires et inégalitaires, elles ne veulent pas du n'importe qui démocratique, sans distinction d'origine, sans distinction d'apparence, sans distinction de naissance. Et donc, dans ce moment-là, et c'est la question que je veux mettre au pot de vos délibérations, c'est qu'est-ce qui va faire levier? Nous avons tous, et cela a été énuméré par Vincent tout à l'heure, des idées sur toutes les questions. Et au fond, quand on lit diverses déclarations politiques, élaborations intellectuelles, on se dit que les idées ne manquent pas, que les réponses ne manquent pas, y compris sur notre crise démocratique. On s'aperçoit que, par exemple, la question d'une 6e République est partagée par une partie du Parti socialiste, par les écologistes, par le Parti communiste, par le Parti de gauche et par l'extrême gauche, et parfois même par certaines réflexions du centre. Et on se dit, et tout ça n'arrive pas à aboutir, tout ça est dispersé, tout ça ne passe pas concrètement dans le peuple, tout ça n'arrive pas à créer une dynamique. Et donc la question que je veux mettre au pot,
c'est comment refaire une politique du commun dont le levier permette d'entraîner le peuple tel qu'il est. Les 50% d'employés, d'ouvriers, la jeunesse des quartiers, la vitalité profonde de notre société, celle qui n'est pas représentée, 1% maximum, dans le monde des élus. Comment nous pourrons faire ce rapport de force qui ne serait pas celui de l'abstention démocratique, qui ne serait pas celui du ressentiment ou une jeunesse qui se sent humiliée. Et des pédagogues peuvent entendre ce que je dis là et que j'ai eu beaucoup de mal à dire après les attentats de janvier dans les médias, ou une jeunesse humiliée, cherchant un chemin de fierté parce qu'elle voulait sortir des impasses délinquantes dans lesquelles elle était, trouve des chemins de perdition. Mais en trouvant ces chemins de perdition qui l'amènent à rencontrer une idéologie totalitaire et à commettre des crimes, elle a comme premier pas cette idée qu'elle cherche le moyen de retrouver une fierté. Alors comment allons-nous lui parler à cette jeunesse? Comment allons-nous parler à ces classes populaires qui disent « mais tout ça, je n'y comprends plus rien, ça ne me parle pas, c'est un monde de professionnels, ce n'est pas le n'importe qui ». Comment allons-nous faire que ce soit une dynamique progressiste ayant cet idéal de l'égalité qui y répondent, et non pas les autres, les identitaires, les inégalitaires, les autoritaires. Et c'est là où je propose une réponse française à ce défi qui n'est pas que français et qui est mondial. Le monde dans lequel nous sommes ne traverse pas une crise. Je n'aime pas ce mot. Le mot crise est fait pour nous démobiliser. La crise, c'est comme quelque chose qui nous tomberait dessus, qui nous déposséderait. Nous serions forcément le dos au mur. Nous serions forcément dans les cordes. Je préfère dire que nous vivons un moment de transition dans cette histoire non écrite. Un moment de transition qui rencontre cette révolution industrielle, qui crée, comme toute révolution industrielle, d'immenses bouleversements économiques, culturels, de communication, d'échanges, de création, de géopolitique, comme toute révolution industrielle, mais qui a cette particularité, à la différence des deux précédentes, de rencontrer un ébranlement de notre histoire, celle de ce bout de l'Eurasie que nous avons appelé l'Occident et qui s'est projeté sur le monde via d'abord les États-Unis d'Amérique. En clair, qu'est-ce que nous vivons? De quoi sommes-nous contemporains? Et les amis des Outre-mer, évidemment, ne peuvent qu'entendre, et il n'y a pas besoin de vivre dans les Outre-mer pour comprendre cela. Nous vivons la fin d'un cycle multiséculaire qui a commencé il y a 5 siècles, où nous nous sommes projetés sur le monde et où nous avons inventé non pas un lieu géographique, mais un lieu politique qui est l'Occident. C'est ce qui a commencé avec cette terre inconnue que cherchait, en prétendant que c'était le Japon, Christophe Colomb. Depuis, pendant que 5 siècles, aucune culture du monde n'a été épargnée par nos marchandises, nos idéologies, nos armées, nos prêtres, nos administrations, nos valeurs, pour le pire ou pour le meilleur. Les deux, car il n'y a pas une relation univoque. Et c'est évidemment ce qui s'est passé dans les autodéterminations, où ces peuples nous ont renvoyé nos propres valeurs, ce que disait formidablement bien Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Ils nous les ont renvoyés parce que nous n'étions pas au rendez-vous de ce que nous prétendions faire et qui nous aurait autorisé, en tant que prétendument civilisation supérieure, à arriver chez des peuples sans être invités par eux. Nous sommes dans ce moment du retour à l'envoyeur. Césaire, dans la date de 56, a été cité tout à l'heure, dans un texte formidable qui est sa lettre à Maurice Thorez, qui est dans le contexte de la crise du communisme mondial et de cette année 56, qui est aussi celle du premier congrès des écrivains noirs à la Sorbonne.
Césaire, dans cette lettre que vous pouvez trouver sur Internet, dit à un moment « l'heure de nous-mêmes a sonné ». Et il interpelle la gauche, française en l'occurrence, en disant « oui, il y a le paternalisme colonial, mais il y a aussi le fraternalisme. Le grand frère qui d'une main ferme va vous montrer les lumières. » Elle dit « non, l'heure de nous-mêmes a sonné, vaille que vaille. » C'est bien cela les désordres du monde que nous avons sous les yeux. Bien sûr que les indépendances ont hélas été en miroir des dominations dont elles se libéraient. Elles ont été verticales, elles ont été autoritaires, elles ont été parfois identitaires. Et aujourd'hui, leur crise éclate sous les yeux, mais avec des peuples. Et ce n'est pas parce que des contre-révolutions sont à l'œuvre aujourd'hui que nous ne pouvons oublier, balayer le premier sursaut de ces peuples à partir de la Tunisie en 2011, qui ont prononcé les mêmes mots que nous, égalité, justice, droit, transparence, non à la corruption, non au trabelcisme, et après cela s'est diffusé partout. Et donc, nous sommes dans ce moment qui est celui à la fois où notre projection sur le monde se termine et où le monde vient à la table du monde. Et il vient qu'à un cas, et nous lui donnerions des leçons, nous qui avons mis un siècle, un premier empire catastrophique, pire ennemi de la liberté, une restauration monarchique, un écrasement de la Deuxième République, les massacres de la Commune de Paris, un siècle à ce que notre chemin se fasse. Nous sommes dans ce moment-là. Il n'y a pas une histoire écrite qui serait celle que nous racontent les Finkielkraut, Houellebecq, Zemmour et Onfray, celle de la décadence, qui est leur décadence. Nous sommes aussi dans l'ambiguïté de ce moment, qui a eu un mot dans notre propre histoire, et un mot au moment justement où nous découvrions la question dérangeante de l'autre. Une fois passé l'émerveillement et arrivé la conquête et ses massacres, nus, féroces et anthropophages. Qui en a témoigné? Un auteur français, nous le savons, dans ce pays où a été inventé à Saint-Dié le nom de l'Amérique. Cet auteur, c'est Montaigne, dans les Essais, qui le premier écrit « je » comme un spécimen de l'humaine condition qui ne se dissout pas dans le nous des appartenances collectives, qui pense l'individu, et c'est bien l'événement, dans le bien commun. Et c'est lui qui dit « chacun juge barbare ce qui n'est pas de son image ». Et c'est lui de son usage. Et c'est lui qui dit « tout honnête homme est un homme mêlé ». Et c'est lui qui dit « le monde est une branloire pérenne ». C'est lui qui, au fond, dans ce moment-là, pose des questions qui résonnent encore aujourd'hui. La fragilité du monde, la relation, sa complexité, sa diversité, sa pluralité. Oh, dans quel moment écrit Montaigne dans son retrait au 2e étage? Vous le savez, dans un moment où l'on se tue comme l'on se massacre entre sunnites et chiites en Irak, entre catholiques et protestants, ici même. Je rappelle tout cela pour dire encore une fois, malgré tout ce qui menace et que je ne mésestime pas, au contraire, combien, encore une fois, ce n'est pas écrit, combien cela dépend aussi de nous, de ce sursaut, et de cette capacité à inventer, et c'est le mot que je convoquais, le mot renaissance, leur décadence, notre renaissance. Et c'est cela, retrouver le bien commun, retrouver un langage commun, retrouver ce bien du commun, de ce qui n'est ni privé ni étatique, qui est d'abord commun, qui fait que des individus font du commun, font du nous. Et c'est là où la France a rendez-vous avec elle-même. Car la France, qui est saisie de cet état de langueur en haut, de cet état médiatique, intellectuel, politique, de dépression, où l'on sent que, justement, ces élites oligarchiques, c'est elles qui ont peur. Et elles ont peur de cet ébranlement du monde. Et du coup, elles projettent leur peur. Elles projettent leur inquiétude. Elles projettent leur incertitude. C'est pour ça qu'elles ne sont pas au rendez-vous de la phrase de Jaurès dans son discours à la jeunesse. Vous vous souvenez? La République, c'est la
confiance et l'audace. Pour qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait l'audace. Alors, et j'en viens à mon dernier point, quel est le levier qui fait que, pour moi, notre pays a une chance à saisir? Et quel est ce levier qui fait que vous avez une responsabilité particulière en tant que plus ancien et plus large mouvement d'éducation populaire dans ce pays? C'est un mot que j'emprunte à Nelson Mandela. Quand il y a eu la fin de l'apartheid, cette invention moderne faite après la Deuxième Guerre mondiale, barbare, white people, colored people, la ségrégation au cœur de la vie commune, donc du coup qui n'était plus une vie commune. Quand il y a la fin de l'apartheid, quand il se défait dans le moment où chute en même temps le mur de Berlin, l'Union soviétique, Mandela avait toutes les raisons, et les siens, d'être dans le ressentiment. Au fond, de se dire en tant que Congrès national africain, combien ils devaient affirmer l'histoire particulière de leur combat, rappeler les glorieuses histoires de l'Afrique, de la négritude. Et que fait Mandela, vous le savez, qui ne va pas résoudre tous les problèmes de l'Afrique du Sud, qui a des problèmes sociaux, économiques, qui a y compris des problèmes de racisme entre personnes qui ont la même couleur de peau, mais qui va permettre à l'Afrique du Sud, justement, l'heure de nous-mêmes, de rejoindre le concert des nations, de retrouver sa dynamique, de libérer ses forces vives. Il va avoir cette phrase et cette main tendue, « We are a rainbow nation ». Et il va tendre la main en disant « Nous sommes une nation arc-en-ciel », y compris à la minorité blanche oppressive. Eh bien, je voudrais vous dire que c'est ce que nous n'entendons pas au sommet de notre pays et que je pense que nous devons revendiquer. Et qui est pour moi le levier essentiel pour libérer nos énergies. Et ensuite, délibérer, inventer nos réponses. Nous sommes une nation arc-en-ciel. Nous sommes un pays multiculturel, multiconfessionnel, parmi lesquels la liberté de ne pas croire, évidemment. C'est la vérité de notre peuple, c'est la vérité de sa constitution, c'est la vérité de sa relation au monde. Sa constitution par les immigrations, sa relation au monde, dont témoigne le fait que nous sommes la dernière des grandes puissances occidentales à avoir encore, quel que soit leur statut, une relation avec des possessions coloniales, ce que nous appelons nos outre-mer. Nous avons cette particularité-là que nous aurions dû tous convoquer après le choc de janvier. Nous aurions dû tous, non pas à dire simplement dans une sorte de compassion « nous sommes Charlie », bien sûr que nous sommes Charlie contre ceux qui ont assassiné la liberté d'écrire, de caricaturer, de penser. Mais nous sommes Charlie, ce qui veut dire aussi, en hommage à l'héritage libertaire de Wolinski, de Cabu, de tant d'autres, que nous sommes Charlie, c'est-à-dire que nous revendiquons aussi la liberté de ne pas être Charlie devant tel ou tel dessein. Il n'y a pas un macartisme démocratique qui devrait nous imposer de penser tous pareil. Alors, qu'est-ce qui pouvait faire du commun, au-delà de la relation d'émotion, faire de la politique, vraiment? C'est de dire, nous sommes la France. Mais nous sommes la France. Quelle France? Mais la France, elle a le visage des 17 victimes, des 7, 8 et 9 janvier, sans oublier leurs 3 assassins, qui sont nos enfants aussi, fut-il des enfants perdus. Et quel est ce visage? À Charlie Hebdo, il y avait un gardien de la langue française, un correcteur, Mustapha Ourad, algérien jusqu'à il y a 1 an, grandi, même s'il n'était pas pratiquant, dans un pays majoritairement de culture musulmane au départ. Même si, aujourd'hui, dans le pouvoir de ce pays et les drames de son indépendance, il oublie la part de pluralité qui est la sienne, y compris la part berbère.
Mais il y avait aussi à Charlie Hebdo des francs-maçons, des baptisés, des croyants, des non-croyants. Il y avait toute cette diversité-là. Comme il y avait à l'Hyper-Cacher des compatriotes de culture, de confession juive, à la veille du Shabbat. Mais il y avait aussi, et vous vous souvenez de cette vidéo terrible, un gardien de la paix française, un policier, avec l'uniforme de la République, Ahmed Merabet, qui a été exécuté. Et qui était-il? On l'a vu lors de ses obsèques le mardi suivant, où hélas il n'y avait pas de très haute autorité de notre République. Il était musulman de foi, de croyance, de pratique. Sa mère, ses sœurs étaient là avec le foulard par lequel elles affirment leur croyance. C'est ça la France. Mais mieux encore, et nous ne l'avons pas assez brandi, et il a fallu que ce soit un discours du président Obama qui rappelle à la France qu'elle avait un héros. Et il a fallu que ce soit certains d'entre nous qui, sur les réseaux sociaux, protestent pour qu'on se précipite là-haut de se souvenir de ce héros et de lui offrir la nationalité qu'on lui avait refusée quelques mois avant, Lassana Bathily. C'est ça la France aussi. Ce jeune homme dont c'était le premier emploi, arrivé du Mali, noir de peau, de confession musulmane lui aussi, qui était arrivé sans papier, qui était soutenu par le réseau Éducation sans frontières, qui travaillait à l'Hyper-Cacher et qui a sauvé la majorité des otages, et qui, quand il est sorti et qu'on lui est tombé dessus avant que les policiers comprennent leur méprise, a dit « Mais moi, je n'ai rien fait d'exceptionnel, nous sommes tous frères ». C'est ça notre France. C'est cette diversité-là, cette pluralité-là. Nous sommes une Amérique de l'Europe. Non pas seulement maintenant, dans notre histoire profonde, j'entends dans la constitution de notre peuple. C'est notre particularité profonde dans l'histoire. La France, y compris dans ses frontières hexagonales, s'est construite comme un empire. Le breton d'outre-mer que je suis a appris depuis tout jeune que baragouiner, qui veut dire marre parler français, est un mot qui a plusieurs siècles et qui est caricature, moque les travailleurs bretons qui venaient de ce tiers-monde où il y avait la famine et la disette, vendent leur force de travail à la ville et qui ne parlaient pas un mot de français et qui demandaient bara, du pain, gouine, du vin. Nous sommes ce pays qui a été sauvé par le monde. Vous le savez tous, la faillite majoritaire des élites politiques, économiques, médiatiques, intellectuelles en 1940 aurait dû amener la France à la table des vaincus. Qu'est-ce qui fait dans ce sursaut de l'homme qui sut dire non, y compris à son milieu, y compris à son histoire personnelle? Je parle de Charles de Gaulle. Qu'est-ce qui fait que dans cette ruse, la France, entre le lien avec la France libre et la résistance intérieure, a pu se retrouver à la table des vainqueurs? Le monde. C'est le monde qui nous a sauvés. Il y a eu un livre qui a eu, en même temps que moi, le prix Fetkan, qui est un prix justement porté par nos Outre-mer, le prix que j'ai eu pour les musulmans, qui est un livre d'un historien qui rappelle que la France libre, son siège n'était pas Londres, c'était d'abord l'Afrique. Statistique de 1943, des forces, il fallait une armée, des forces françaises libres. 66% de troupes coloniales, 18% de légions étrangères. Le reste, mot d'époque, français de souche, minoritaire. C'est le monde dans sa diversité, jusqu'aux républicains espagnols et autres main-d'œuvre ouvrière immigrée de la résistance intérieure qui nous a sauvés. C'est la relation au monde qui nous a sauvés. C'est elle qui est en nous, qui est dans nos musiques, qui est dans nos nourritures, qui est dans notre littérature, qui est dans notre imaginaire. Et c'est cet imaginaire dont nous devons faire force aujourd'hui pour parler à l'ensemble de notre peuple, pour ne pas le renvoyer à des identités closes, fermées, pour construire ce que le grand Édouard Glissant appelait l'identité-relation. J'échange changeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant. C'est cet imaginaire qui nous permettra de projeter, comme ce fut le cas dans la position prise après 2001 aux Nations Unies sous Jacques Chirac et avec Dominique de Villepin, de nous projeter dans une autre vision du monde, qui ne soit pas celle de la guerre des civilisations, de la guerre des mondes, du choc des religions. Cette idée du tout monde,
cette idée de l'identité-relation qui a cette certitude que l'identité à racine unique est une identité qui va mourir, est une identité qui est en train de pourrir sur elle-même, qui oublie son humus, qui oublie ses radicelles, qui oublie ses rhizomes. Et donc nous sommes, nous, dans notre histoire, profondément convoqués par ce que nous sommes. Et nous ne devons pas, face à cela, tout de suite brandir les mots communautarisme, les mots de communauté, les mots qui assignent et qui sont les mots par lesquels nous avons nous-mêmes, ces 30 dernières années, ethnicisé la question sociale. Quand en 82, quand des ouvriers de l'automobile, parmi 20 autres revendications, ils étaient à la CGT, demandaient de pouvoir, parce qu'ils étaient dans les 3-8, pouvoir avoir un endroit pour faire leur prière qui ne soit pas dans la graisse de la chaîne de montage. Et on dit, non, c'est une revendication communautaire, du coup c'est une grève islamiste. Du coup on renvoie des ouvriers qui font du commun dans la lutte sociale. Ils parlent de leur salaire, ils parlent de leurs conditions de vie, ils parlent ensemble tels qu'ils sont. Et nous les renvoyons. C'est ce qui s'est passé à cette époque de 82-83. Même époque où quand des jeunes, les enfants de ces ouvriers, décident de saisir ce moment pour dire « nous sommes français, nous sommes là ». Nos parents viennent d'ailleurs, mais nous sommes là et nous faisons une marche comment? Pour l'égalité et contre le racisme. Et comment l'appelle-t-on? Et ce n'est pas eux qui l'appellent comme ça. Et les Lyonnais le savent très bien puisqu'elle est partie de Lyon. La marche des beurs. Alors qu'ils brandissaient cette histoire. C'est cela que je veux mettre au pot. Je pourrais, mais je déborde déjà un peu de mon temps, convoquer d'autres références sur tout cela. Je voudrais, en terminant et avant un mot de conclusion, dire combien cette question du divers, cette question du pluriel, cette question de cette façon d'accepter de faire du un et du pluriel, de ne pas faire du un et du indivisible, mais de faire du un et du multiculturel, est une question profondément démocratique. La question des minorités est une question qui est celle par lesquelles les démocraties font mouvement. Les majorités, elles ont toujours plus à perdre. Elles sont toujours conformistes. Elles sont toujours suivistes. Ce sont les minorités qui inventent. Et un pays qui est fondé sur des histoires de migration le sait, car ce sont ces migrations qui le bousculent. Et c'est elles qui ont toujours régénéré notre classe ouvrière, qui l'ont enrichi, qui l'ont bousculé, qui lui ont fait poser des questions nouvelles. C'est une particularité profonde. Une démocratie vivante, ce n'est pas la loi de la majorité. Bien sûr, 50+1 pour élire un représentant, mais ça, on vote et puis après on retourne en servitude. Non, une démocratie vivante, c'est une démocratie qui délibère, c'est une démocratie qui participe, donc c'est le souci de ces minorités, quel qu'en soit le visage. Et je parlais des femmes tout à l'heure, les femmes sont toujours, d'un point de vue politique, une minorité dans notre pays. De toutes les minorités. C'est ce chemin vers l'autre où l'on sait que c'est en allant vers cet autre qui est minoritaire, qui n'a pas forcément toute la puissance majoritaire, et qui est à l'écart, et qui est différent, et qui a d'autres particularités, que l'on trouve sa propre humanité, que l'on fera ce chemin commun, que l'on s'enrichira soi-même. Il y a là profondément une promesse qui est celle de, au fond, comment on tend la main. Et de ce point de vue, le mot a été cité en premier par Vincent tout à l'heure. Nous devons être au clair, et c'était évidemment le propos essentiel de mon alarme cette année, dont pour les musulmans réactualisés après les attentats. La laïcité. J'ai dit tout à l'heure, la République n'est pas une punition, la République n'est pas un immobilisme, la République c'est un mouvement, c'est une invention permanente. Eh bien la laïcité, puisque nous parlons de convoquer l'actualité d'une tradition, n'est pas celle que l'on nous vend dans les clichés médiatiques ou dans certains automatismes politiques. Elle n'est pas telle qu'elle fut dans l'invention républicaine par Aristide Briand, par Francis de Pressensé, par Jean Jaurès, par Ferdinand Buisson. Elle n'est pas un laïcisme
sectaires, qui seraient à la laïcité ce que l'intégrisme est aux religions, qui pensent que la laïcité, c'est la guerre aux croyants et aux croyances. Oui, la laïcité se fonde sur l'idée qu'aucune idéologie ne doit s'imposer à l'espace public, aucune idéologie. Car pour ces hommes de raison, la croyance était une idéologie, c'est une création de l'homme. Mais il y a d'autres idéologies. Il n'y a pas que les religions comme idéologie. Et nous sortons au XXe siècle d'un siècle en Europe où les régimes sans Dieu ont été bien plus meurtriers pour certains que des régimes où il y avait la liberté de croyance. Et donc, la laïcité originelle, c'est quoi? Dans ce sursaut qui met fin au face-à-face mortifère entre une république conservatrice et l'Église catholique du Concordat, qui se sentait mettre chez elle la fille aînée de l'Église. C'est d'abord, et dites-vous, en l'actualisant ici même, en 2015, dites-vous quel saut ce fut politiquement d'arriver à faire cela. Ce fut de mettre un pluriel, justement. De dire, ben oui, la République reconnaît tous les cultes. Elle ne dit pas, il y en a un plus ancien que l'autre. Elle ne dit pas, nous sommes d'identité chrétienne. Non, elle dit, ben, nous sommes tout ce qu'il y a comme culte. Alors, elle oublie les musulmans parce que c'était l'Empire colonial. Mais ils étaient là, et on ne les a pas oubliés quand la Première Guerre mondiale est arrivée. Les tirailleurs. Mais elle met un pluriel, et elle dit, à égalité. Catholiques, protestants, juifs, à égalité. Séparation des églises et de l'État. Deuxièmement, elle dit liberté. Vous avez la liberté de croyance, comme vous avez la liberté de ne pas croire. Mais de ce point de vue, nous sommes républicains et radicalement démocrates, au sens prendre ces questions-là à la racine, le n'importe qui de la démocratie, vous avez le droit de défendre votre croyance. La loi de 1905, par exemple, n'interdit pas les processions religieuses. On a le droit de manifester pour ses salaires, pour ses retraites, pour son mouvement politique, pour les Palestiniens, pour les Yazidis, pour toutes les causes que l'on veut. Mais on a droit aussi de défiler pour sa religion. C'est dans la loi de 1905. Et enfin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous êtes des individus. Vous croyez, c'est votre affaire. Mais venons faire du commun ensemble. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est un exemple le plus parfait des causes communes auxquelles je vous convie. Elle dit, passons à l'autre agenda. Et c'était le refrain de Jaurès, c'était le refrain de Briand. Le problème n'est pas ce qu'on croit chacun. Le problème, c'est dans cet espace commun où aucune idéologie n'est au-dessus des individus que nous sommes, quelle qu'elle soit, nous allons ensemble inventer du commun. Tu portes ta croix, tu vas à la messe le dimanche, c'est pas un problème, viens à la réunion syndicale. Tu es d'accord pour faire grève? Tu es d'accord pour faire grève, c'est pas un problème si tu vas à la messe. Et c'est comme ça que se passe quoi, par exemple? Dans ce qui était à l'époque, aujourd'hui, dans la majorité de notre peuple, nous ne sommes pas pratiquants. Mais à l'époque, dans les classes populaires, avec le catholicisme majoritaire, avec une hiérarchie conservatrice, que se passe-t-il dans ce mouvement? Eh bien, il se passe le catholicisme social, il se passe la jeunesse ouvrière chrétienne, il se passe la GEC, il se passe témoignage chrétien, il se passe la CIMAD, service œcuménique d'entraide, il se passe tous ces mouvements dont vous le savez, que ce soit dans les heures de vérité de 40 et du pétainisme et de la collaboration, ou dans les heures de vérité des guerres coloniales, ont été au rendez-vous des principes, et parfois plus que certains officiellement athées, officiellement sans religion, et qui se disaient les authentiques républicains. Il se passe du mouvement. Et ce mouvement permet de s'inventer. Et après, il y a des prêtres qui se défroquent, et après, il y a des gens qui font autre chose, et après, les familles bougent, les personnes bougent dans ce mouvement. Mais on ne dit pas aux gens qui viennent du peuple, défais-toi d'abord de ce que tu as en propre, ton histoire, ta culture, ta particularité, donc très souvent ta croyance. Ce soupir de la créature sans espoir, disait Karl Marx, dans cette formule souvent mal comprise, qui est celle de l'opium du peuple. J'en conclus, et je dirai d'autres choses en réponse aux questions. Je veux, non mais en écho, je compléterai ce que je voulais dire tout à l'heure. J'ai parlé d'idéal. J'ai parlé de la politique comme bien commun avec ce moteur de l'égalité, du monde dans un moment de transition où se joue notre propre rapport au monde, et du levier que nous devons profondément utiliser,
qui est ce qu'est notre peuple. La France telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle travaille. J'ai coutume de dire que ceux que nous combattons et auxquels nous résistons n'aiment pas la France telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle travaille. Et donc c'est ce peuple-là que nous devons mobiliser. Et vous les premiers, parce que c'est entre vos mains qu'il passe, dans vos structures, cette jeunesse, dans la fidélité aux pédagogies actives, où ils font chemin et où on ne leur demande pas d'abord de se défaire, on leur demande d'abord d'assumer leur liberté et de faire chemin dans sa responsabilité de cette liberté. Pour être concret et ne pas simplement parler comme si c'était des mots abstraits, je voudrais vous faire un festival de cinéma éducatif formidable. Je voudrais terminer par une image tirée d'une histoire vraie qui fut un film l'an dernier, sorti du cinéma social britannique dans ce qu'il a de meilleur. Ce film s'appelle Pride. C'est une histoire qui se passe au milieu des années 80, quand commence la contre-révolution qui nous a mis au bord du gouffre économique, écologique, financier, social, démocratique, avec Madame Thatcher, parallèlement à M. Reagan aux États-Unis. Il y a cette grande grève des mineurs, le cœur du mouvement ouvrier britannique, qui vont, au bout d'un an, être mis à genoux par Madame Thatcher. Au début de cette grande grève, à l'époque en Grande-Bretagne, il y a encore une législation qui pénalise au-dessus d'un certain âge l'homosexualité comme un crime. Et un groupe de jeunes activistes homosexuels, gays, lesbiennes, de Londres, s'aperçoit que la police ne les surveille plus. Parce que la police est occupée par les grévistes, par les ouvriers. L'un d'eux, d'origine ouvrière, dit à ses camarades, mais quand même, les flics, ils sont plus contre nous, mais ils sont contre eux, donc cause commune. Qu'est-ce que disent ses copains? Ils disent, ça va pas la tête? Tu t'es jamais fait tabasser, toi, à Liverpool, traité de pédé, de gouine? Parce que l'homophobie, comme le racisme, comme l'islamophobie, comme l'antisémitisme, n'a pas de frontière sociale. Le préjugé, il traverse. Bon, il les bouscule, il les convainc. Et ils arrivent, après 36 essais, de se mettre en relation avec des syndicalistes mineurs du Pays de Galles. Et notamment un qu'ils emmènent dans leur boîte olé olé de l'époque, avant la pandémie du sida. Ce héros de cette histoire vraie va lui-même mourir du sida, quelques années après. Et puis, ce sont les femmes des mineurs, dont certaines sont entrées aux politiques grâce à justement ce chemin commun après, qui, elles, vont comprendre. Mais le préjugé a lieu, la rencontre est difficile. Et le Trade Union, à un moment, dit, face à la propagande de la presse conservatrice, qui disait « Mais vous vous rendez compte, les mineurs, ils sont avec les dégénérés ». Donc, il y a des tensions. Mais il se passe la chose suivante. Le plus gros contributeur de toute l'année de grève de ces ouvriers, de ces mineurs, de ces prolétaires, comme on disait dans un autre temps, sera ce groupe, Lesbian and Gays Support the Miners, le plus gros contributeur financier à la caisse de grève. Alors, quand arrive la défaite, il y a la Gay Pride. Ils sont là, ils sont défaits, les petits groupes. C'est les années 80, le fric, la réussite, la compétition, la marchandise, la finance, tout ça. Les organisateurs de la Gay Pride, un peu bobos, disent pas de politique, restez à la fin là. Bon, ils sont là, le petit groupe qui a supporté les mineurs là. Et puis ils voient une camionnette arriver. Ils voient leurs copains du Pays de Galles qui débarquent. Ah tiens, c'est quand même sympa, ils sont venus nous remercier. Et puis derrière la camionnette, ils voient arriver un quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, et ainsi de suite. Toute la fédération des mineurs est venue défiler à la Gay Pride en remerciement de ce soutien. Des homosexuels, des gays, des lesbiennes, des ouvriers mineurs, une cause sur le respect de la diversité sexuelle, des identités, même si elles peuvent déranger des croyances, des convictions, des sensibilités des uns et des autres. Mais au fond, toute blessure à l'humanité faite au nom de ce qu'il est une blessure à nous-mêmes, ou plutôt toute blessure à un individu au nom de ce qu'il est une blessure à l'humanité. Donc d'un côté cela, et puis de l'autre côté, une lutte classique, ouvrière, et ce pont. Et là,
il y a un moment, le vieux syndicaliste, les autres lui disent « Mais enfin quand même, comment tu n'as pas eu de problème, tu ne nous as jamais posé de questions, tu as tout de suite accepté ce soutien et tout ». Elle dit « Ah, tu sais, là, au fond du local syndical, il y a un vieux drapeau, on le sort vraiment pour les grandes occasions. Mais c'est l'histoire, c'est notre histoire. L'histoire qui a permis qu'il n'y ait pas de travail le dimanche, puis qu'il y ait une durée du travail dans la semaine, qu'il y ait la sécurité sociale, qu'il y ait des conquêtes. Et cette histoire, elle met l'emblème de notre syndicat. Et cet emblème, c'est ça. C'est ça les causes communes. Bien. Ah. Ça marche? Oui. Alors, je vous propose un bruissement. 3-4 minutes, pas plus. On est pris par le temps, pris à la gorge. On est serré, mais on va prendre le temps quand même de cet échange nécessaire avec Edoui. Et puis, donc voilà, tant pis, on va s'adapter, on va faire avec. Et je vous demande, dans 3-4 minutes avec vos voisins immédiats, on ne bouge pas. C'est... Voilà, si vous avez envie d'échanger, de vous dire en quoi vous avez été touché, ému, interpellé. Mais après, on ne prendra que des questions. On n'a pas les moyens d'engager un débat, un échange sur pourtant des choses sur lesquelles on aurait envie. En 3-4 minutes avec ses voisins immédiats, juste partager, et puis ensuite on prend une première série de 3 ou 4 questions pour que Edoui puisse éventuellement amener des éléments complémentaires à y répondre. On bruisse, ça bruisse de tous les côtés, avec vos voisins immédiats. Après des porteurs de micro, ça j'ai pas calé ça. Vous pouvez des porteurs de micro. Vous voulez bien s'il y a des questions, on va avoir des questions qui vont apparaître dans la salle et donc c'est quand les micros que les gens puissent les poser. Faire ça? Ah non. Bon. Faudra que... Ouais, on ferme là, c'est les sorties de secours normalement. Faut que les gens passent par là. Bah, sinon on se met un... Pour sortir, faut mettre... Non, mais faut se mettre à deux parce que normalement il y a toute l'équipe de colporteurs qui arrive. C'est juste une histoire de dispatching quoi. On va se mettre deux et puis... Ouais. Je pense bien au... Alors...
pas dépasser. On va donner 20 minutes jusqu'à 18h. Ça devrait permettre de prendre une série ou deux de questions. Bien, mes camarades, chers amis, non, c'est... Je vous propose de pouvoir prendre une première série de 2-3 questions que vous auriez envie de poser à Edoui ou que vous auriez envie de poser à Edoui en nous les posant à nous-mêmes. Et puis après, on ne dépassera pas 18h. Donc voilà. Je le dis parce que ça va permettre qu'on se régule aussi. Est-ce qu'il y a dans notre grande assistance déjà 2-3 personnes qui souhaitent poser une question? Il y a des micros. Alors, comme il y a des spots, je ne suis pas forcément toujours très facile à voir. Je ne sais pas qui c'est. C'est Frédéric, c'est ça? Non. Voilà, Thomas d'Aquitaine. Une première question. On prend 3 questions et puis après on propose à Edoui de réagir et une deuxième question là-bas. Et la troisième ici, c'est-à-dire les 3 premières sont calées. 1, 2 et 3. Vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon alors, on a bien respecté la consigne, c'est une question concertée du coin Aquitaine. Alors, on vous a entendu parler beaucoup des votes bafoués ces dernières années, notamment sur les traités européens, les votes des Grecs, sur la question de la prise en compte du coup du vote. On vous a aussi parlé au niveau des dysfonctionnements de la Ve République, de la prise en compte des minorités dans les votes 51-49, ce genre de choses. Et donc la question qu'on se posait, nous, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ça, quand on est confronté à des jeunes dans nos structures qui nous disent que pour eux, voter, ça ne veut plus rien dire, est-ce que le vote, et encore, vous avez aussi dit, on vote et on retourne en servitude ensuite, est-ce que le vote est encore le meilleur moyen pour un jeune d'exercer sa citoyenneté? Et si vous pensez que c'est le cas, qu'est-ce qu'on doit dire à ces jeunes pour leur donner envie de voter, si tant est que ça soit la meilleure manière d'exercer sa citoyenneté? Merci. Vas-y. Donc bonjour à l'Assemblée, c'est Tadjidine. Ma question poserait en fait sur la liberté, notamment des droits qui ont été assez évoqués. Et quelque part, il n'y a pas eu cette approche sur notamment l'appropriation de cet espace commun qui est notamment la République, et qui fait que c'est un devoir commun de pouvoir le soutenir pour qu'elle puisse être stable. Et ma question serait, nous, en tant qu'éducateurs ou formateurs, quel cheminement nous permettons de créer ou bien nous apportons à nos stagiaires pour que justement ils ne soient pas dans ce référence ou se dire finalement j'accepte d'être un monstre, et justement même dans les termes que nous utilisons, ne pas parler d'aliénation, parce que possible que la personne n'est pas en concordance par rapport à ce que nous utilisons comme vocabulaire. Voilà, merci. Alors moi, ce ne serait pas tout à fait une question, ce serait plutôt un remerciement à... Ce serait plutôt un remerciement de ce clin d'œil que tu as fait à l'ensemble des Outre-mer. Et puisque le congrès a été ouvert d'abord par la journée des Outre-mer. Et Edoui Plenel, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais c'est cette dimension que tu as donnée dans ton discours qui prend, et je pense que tes interrogations viennent d'abord de toute ton enfance qui a été construite
d'abord vers l'outre-mer, puisque tout en sachant que tu es né sur l'Hexagone, mais je crois de 3 ans jusqu'à 18 ans, tu as vécu hors de l'Hexagone. Et c'est vrai que ça nous a donné une dimension, et je parle peut-être un peu vite, mais au nom des Outre-mer, et je crois que nous avons tous senti un peu, avec une grande émotion, et le bruissement que nous a demandé de faire tout à l'heure Jean-Luc, où nos amis, nos voisins, ont pu constater le levier que tu nous donnais déjà, en prenant comme exemple Nelson Mandela, en disant cette nation arc-en-ciel. C'est vrai, cette nation arc-en-ciel que nous aimerions retrouver dans la République, comme tu l'as dit, pas une République tout comme la République, notre République française. Merci. Bien. Je voudrais dissiper je suis très touché du mot qui a été dit là, mais dissiper un malentendu, parce que éventuel. Mon propos, c'est bien de dire que cette particularité qui fait que, entre guillemets, la France a des outre-mer, hein, cette particularité ne doit pas être vue simplement comme, tiens, il y a une sorte de prolongation qui peut produire des histoires individuelles comme la mienne, ou, comme je l'ai dit une fois en Martinique, ce pays m'a enseigné, m'a fait ce que je suis, ce peuple m'a déplacé. Et que c'est dans ce déplacement, dans ce mouvement que je pense comme citoyen, comme individu. Et pays, en plus, où justement la tradition d'éducation populaire, d'exigence, de toute ma scolarité, je me souviens toujours du nom de mon institutrice martiniquaise, Madame Montalin, et je ne l'oublierai jamais. Et donc, je voudrais dissiper un malentendu parce que mon propos, c'est de bien dire que ces Outre-mer sont en nous. Ce n'est pas simplement les camarades des Outre-mer qui disent l'Outre-mer. Nous sommes faits de cela. Et nous sommes faits de cela même plus essentiellement. Quand nous parlons de notre littérature aujourd'hui, Dany Laferrière, haïtien, vient de rentrer à l'Académie française. Césaire, dont André Breton disait « Ah, il faut que ce soit un Martiniquais pour porter la langue », comme voilà, dans une phrase qui lui a été un peu reprochée, comme bon, la langue de Césaire étant formidable. Donc, cette subversion, cette façon d'habiter la langue, de ne pas être eux et nous, de nous, et de faire du nous, justement, dans ce déplacement, qui n'est pas, justement, le système de l'assignation, le système de la plantation, le système vertical. Et là, je voudrais citer un auteur qui est essentiel et que vous devriez, par rapport aux jeunes, tous brandir. Il est enseigné partout dans le monde, dans les universités indiennes, les universités américaines, il est une référence. Et chez nous, ce n'est pas une référence. Or, cet homme dit l'universel, il ne dit pas le particulier. Et il dit l'universel, pas au sens un universel dont des civilisations seraient propriétaires, l'universel qu'on invente, chacun, à partir de son expérience concrète. Cet homme, c'est Frantz Fanon. Passé de la France libre, en mentant sur son âge et en quittant la Martinique pour rejoindre la France libre en Maghreb, jusqu'au combat pour l'indépendance algérienne via la psychiatrie. Et ce n'est pas évidemment indifférent ici avec l'expérience des CMEA par rapport à l'engagement militant face à cet autre dans la cité qu'est celui qui est en souffrance mentale, en souffrance psychologique et qui était relégué. Et donc Fanon, pourquoi? Parce que quand Fanon fait, je disais ça souvent par rapport aux jeunes, vous dites les ravages par exemple de cette régression que sont les dieudonneries. L'origine ne protège de rien, la naissance ne protège de rien. C'est Fanon qui, dans Peau noire, masque blanc, dit, c'est notre professeur de philosophie qui nous disait, quand on dit d'un mal à Fort-de-France, avec une classe d'enfants antillais, quand on dit du mal d'un juif, dresse l'oreille. Dressez l'oreille, on parle de vous. Derrière tout antisémite, il y a un négrophobe.
Sous-entendu, le bouc émissaire principal du moment, et aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, même s'il y a évidemment d'autres dans les poupées gigognes, mais il y en a une première, et ce sont nos compatriotes, je le redis, dans la banalité des propos, des discriminations, des insultes, des mises à l'écart, des plafonds de verre, de tout cet ordinaire qui met à part. Il y a un bouc émissaire principal, donc nos compatriotes musulmans, mais derrière, ce sont des poupées gigognes. Et on l'a vu, hein, les musulmans, puis évidemment les Noirs. Rappelez-vous la négrophobie totalement archaïque contre Madame Taubira, les homosexuels, les femmes, les juifs, toutes ces poupées gigognes. Et Fanon disait ça. Et Fanon disait, à la fin du même livre, Peau noire, masque blanc, 52, il dit, il ne faut pas essayer de fixer l'homme, car son destin est d'être lâché. Et cet homme qui peut parler à notre jeunesse, c'est un héros du combat pour la souveraineté des peuples colonisés, de l'indépendance de l'Algérie. C'est un homme c'est l'auteur des damnés de la terre que tous les personnes du tiers-monde connaissent. Eh bien, il est d'ici, il est de nous, il est de notre histoire. Et c'est ici qu'il est le moins brandi, enseigné, cité, au point d'être caricaturé, au point d'être présenté comme presque une sorte de théoricien du terrorisme, de la violence. Et donc, je dis cela en écho parce que ce que j'essaye de porter ici, c'est cette histoire qui est la clé de notre futur. Le problème de la France, et qui rejoint la question démocratique, je vais y venir, c'est que c'est dans la fin de la très grande France coloniale que se noue cette fuite en avant dans le présidentialisme, dans des institutions qui nous dépossèdent, qui nous dévitalisent, dans cette crise de 58-62. L'effondrement d'une république, le recours au bonapartisme, au césarisme, et ça donne la constitution de la 5e, l'élection du président au suffrage universel. Et donc il y a une fuite en avant derrière une forme de puissance renvoyée au pouvoir exécutif pour masquer cette rupture brutale et pour ne pas inventer cette nouvelle relation au monde. Et donc je dis cela sur cette question des Outre-mer. Ce n'est pas une question anecdotique, biographique. Deuxièmement, sur le vote, bien sûr qu'il faut plaider pour le vote. On ne peut pas des droits, le droit de grève, on ne va pas le mettre en pratique pour avoir absolument un emploi en piétinant les camarades. Il faut faire la pédagogie de l'usage des droits et du combat pour les droits. Mais il faut accepter cette idée qu'aujourd'hui, le vote ne suffit pas. Et on ne peut pas dire « il suffit de voter ». Combien, hélas, dans toutes les familles politiques, et la dernière période nous l'a montré, sincèrement, je sais qu'on peut être, je dis ça pour les élus présents, être représentant de la majorité politique actuelle et le penser autant que moi. On a des campagnes présidentielles qui se font au nous, et on a ensuite des présidences au je, qui sont des présidences de dépossession. On est plus intelligent à plusieurs. Dans un monde complexe, dans un monde difficile. Et donc, ce raccourci présidentialiste, je l'ai dit dans toutes les universités d'été où j'étais convoqué sous la présidence de Sarkozy, convié plutôt. Et je disais, attention, ça se joue dans les premiers mois. François Mitterrand lui-même a été présomptueux, lui qui disait, qui a été le meilleur procureur de la Ve République. Mais les institutions étaient plus fortes que lui. Ce qu'a traduit cette phrase terrifiante, d'une certaine manière, de François Mitterrand, ces institutions étaient dangereuses avant moi, elles le redeviendront après. Ah, tout dépendrait d'un seul. Et donc, les institutions sont plus fortes. Et du coup, elles créent autre chose. Et elles créent ce décalage, ce vide, ces aventures solitaires, et y compris, elles créent notre propre abêtissement. Qui va être notre candidat? Au lieu de créer des dynamiques, des liens, des passages, il y a toutes les aventures, toutes les manœuvres qui n'arrivent pas à faire du commun et nous rendent spectateurs. Et donc, je pense que là, y compris dans votre pratique éducative, vous-même, vous le pratiquez. Par exemple, ce qui est présent dans les textes d'un auteur comme Cornelius Castoriadis, que, évidemment, les CMEA connaissent, puisqu'il a, y compris, traversé l'éducation de beaucoup de militants pédagogiques.
Mais ce qui est présent dans ce texte de cet intellectuel belge qui a un très mauvais titre, David Van Reybrouck, abat les élections, qui n'est pas un livre contre les élections, mais qui pose cette question, au fond, oui, les élections, c'est-à-dire le choix de représentants, c'est-à-dire la démocratie comme l'idée « je choisis des représentants », c'est encore une vision pauvre de la démocratie. Nous en sommes peut-être à la préhistoire de notre âge démocratique encore. La démocratie, c'est d'autres modes, et c'est là où on convoque une histoire grecque que vous connaissez, c'est qu'à Athènes, dans ce laboratoire de la démocratie athénienne, qui certes n'était pas une démocratie pour tout le monde, on choisissait les représentants par tirage au sort. Et en revanche, c'était pour les spécialistes, c'est-à-dire le banquier, le militaire, tous ceux que nous ne choisissons pas, nous, aujourd'hui, que l'on votait. On décidait s'ils avaient la compétence par le vote, par la délibération. Mais on choisissait ceux qui allaient décider la politique commune par tirage au sort. Bien sûr, il y aurait des incompétents, il y aurait des moins intelligents, il y aurait des bizarres, mais il y aurait le groupe, la dynamique du groupe. Et donc ces discussions sur quel type de mode de délibération et de participation, d'expérimentation démocratique, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas seulement la pédagogie du vote qu'il faut faire, mais c'est la pédagogie de la démocratie et d'une démocratie vivante. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'interpellation sur l'espace commun, mais comment dire, j'ai cité souvent une formule, parce que vous avez repris le mot monstre. En fait, quand je dis nous sommes dans un moment de transition, c'est cette formule que vous connaissez, on le dit dans le langage un peu le prêt-à-porter médiatique, on dit la crise, c'est quand le vieux est en train de mourir et que le neuf tarde à naître. Mais c'est une phrase dont on oublie l'auteur, et surtout on oublie de dire la suite, il y a 2 points après. L'auteur, c'est Antonio Gramsci, figure de l'antifascisme italien, mort en prison, enfin juste après sa sortie, enfin c'est la prison qui l'a tué, sous le fascisme mussolinien, et qui fut un socialiste devenu communiste italien sans avoir l'occasion de devenir stalinien, ce qui l'a laissé esprit libre et ouvert. Et Gramsci dit, la crise, c'est ce moment où le vieux monde est en train de mourir, mais il va tout faire pour ne pas mourir, et où le neuf tarde à naître, ne s'est pas enfanté encore. Nous sommes dans un moment semblable. Et c'est là où Gramsci met les 2 points, mais c'est la suite qui est essentielle. Dans cet entre-deux, écrit-il, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction un peu plus poétique a dit, dans cet intervalle, surgissent les monstres. C'est bien cette course de vitesse qui est la nôtre. Nous savons qu'il y a un vieux monde, je n'ai pas eu le temps, on aurait pu, et vous en débattrez, et vous le savez aussi bien que moi, d'insister sur les défis écologiques, y compris la crise profonde de notre relation à la nature et à la terre. Hein. Vous avez vu les dernières recherches et les derniers auteurs scientifiques qui évaluent la possibilité d'une crise générale, à la fois économique et écologique, en 2020-2030, une sorte de grand collapse de notre propre rapport d'espèce la plus destructrice, au fond, destructrice de la nature et destructrice du travail humain lui-même, et donc la plus prédatrice. Donc nous sommes dans cet immense défi d'une course. Et dans cette course, nous sommes face à des dirigeants, parfois de bonnes intentions, qui se disent « je suis en place. Prendre le défi d'être stratège, je n'ai pas le temps. » Quelle hauteur ça suppose? Quel risque ça suppose? Quelle audace ça suppose? Donc, comme disait Mitterrand, ils gouvernaient comme ils avaient vécu, par adaptation successive. Ou comme dit Edgar Morin, ils prennent toutes les urgences pour l'essentiel. Les urgences, mais ils en oublient l'urgence de l'essentiel. Et le programme qui doit surgir, et c'est ce que je veux dire de manière très précise en appelant à ce chemin des causes communes, c'est comment nous pouvons mettre à l'agenda l'urgence de l'essentiel. Et dire cela, c'est dire en effet, le problème n'est pas le foulard que portera une jeune femme ou la prière qu'ira faire telle ou telle personne ou les habitudes alimentaires de telle autre.
Le problème, c'est comment on travaille ensemble, comment on habite ensemble, comment on vit ensemble. C'est tout cet agenda et qui, pour moi, dans le moment actuel, ne peut passer. Et c'est là où vous êtes un mouvement politique, pour reprendre votre édito commun, en sens de la politique non partisane, de la politique comme bien commun, car la politique ne peut être régénérée aujourd'hui que par l'expérience concrète. Si vous avez choisi Grenoble, c'est aussi, et ça a été rappelé tout à l'heure, parce que c'est une ville dont c'est la particularité. Y compris la majorité politique actuelle qu'il y a dans cette ville est issue d'une histoire très particulière de mouvements associatifs qui ont permis qu'il y ait des liaisons entre les uns et les autres, des déplacements, des mouvements. Et donc, je crois que dans ce moment-là, par rapport à... C'est la pédagogie, y compris l'histoire de tout cela. Enseigner Fanon. Enseigner Césaire. Il ne faut pas, nous n'allons pas livrer le monde aux assassins d'Aube. Dernier poème de Moi Laminaire. Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'Aube. C'est notre imaginaire commun. Ce n'est pas un imaginaire exotique de l'outre-mer. C'est notre imaginaire. Et Louis a un train à prendre. Et nous, on a du travail à faire. Donc avec beaucoup de regrets, parce que forcément, on aurait bien sûr plaisir à poursuivre, à prolonger cet échange, mais au moins les quelques mots de clôture nous renvoient aussi à deux, trois perspectives qui nous concernent. Tu l'as dit, la question de faire politique aujourd'hui nous appartient. C'est un enjeu qui est placé également au cœur de ce congrès. Et là-dessus, je pense que c'est un point de convergence entre une partie de ton propos et ce que tu dis. Et puis, il y a un deuxième point que je voudrais reprendre dans ce que tu as dit, c'est faire du nous. Mes camarades, à partir de maintenant, malgré dans la diversité, dans les débats, dans les échanges, il faut qu'on construise le nous de demain. Et c'est tout l'enjeu du congrès qu'il nous faut porter. Nous allons commencer à le porter dès maintenant, en prenant la pause en même temps que nous nous rendons dans les différentes salles du premier temps du groupe de référence. Mais attendez, non, j'ai pas fini. On avait prévu quelque chose pour ne pas rester uniquement sur cet échange avec Edoui et qu'on puisse aussi faire de cet échange matière de débat, matière du congrès. On n'a pas les moyens de le faire à 800 comme ça, mais on avait pensé une démarche. Et pour celles et ceux qui voudraient la jouer, cette démarche-là, eh bien, elle reste possible. Sur une feuille de papier, au début, on avait pensé au petit bloc Casden. C'était une manière de l'utiliser, vous savez, Casden, ça prend. Mais ça peut être du A4. Mais sur une feuille de papier, sur un recto, si vous avez envie de dire, d'écrire l'idée force que vous retenez, la question que vous portez, les enjeux que vous avez envie d'extraire d'une partie des propos d'Edoui, vous le faites. Et en revenant ce soir pour manger après, vous trouverez dans l'espace du bar des fils tendus pour qu'on puisse accrocher. On crée en fait une forme de mur parlant où on peut continuer à regarder et à s'interpeller par rapport à ce qu'on a retiré de ces propos-là. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ont envie de le faire, vous le faites et on l'accroche en venant de manger. Mais là maintenant, vous avez 5 à 10 minutes, mais pas plus, pour aller directement dans vos salles de travail. Et je remercie les animateurs pour le temps réduit. Merci à tous.